tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires. Permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord une excellente nouvelle année à tous. Et pour bien la débuter, voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec tout d'abord le coup de froid sur les terrasses des restaurants privés de chauffage depuis le 1er avril dernier. Une mesure pour la protection de l'environnement qui divise les professionnels et consommateurs. Reportage de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard dans quelques instants dans ce journal. Lui n'a froid ni aux yeux ni au corps. Alban Michon est un explorateur spécialiste du pôle Nord. La rédaction de Canal 32 l'a rencontré avant sa prochaine mission. Un voyage de 6 mois confiné sous la banquise polaire. Et puis en fin d'édition, la rédaction de LMTV Sarthe nous acheminera dans les coulisses du musée au train, un atelier gare où des passionnés s'attellent à prendre soin de notre patrimoine ferroviaire. Voilà, mais on débute donc cette première édition de l'année avec la fraîcheur sur les terrasses. Depuis 9 mois désormais, les cafetiers et restaurateurs ont interdiction de chauffer leurs espaces extérieurs. Conséquence, les clients se font plus rares et le chiffre d'affaires s'en trouve impacté en cette période hivernale. La mesure doit permettre d'économiser les émissions moyennes de 300 000 véhicules par an. Reportage de Jérémy Houbron dans les Hauts-de-France pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Premier hiver sans chauffage pour les terrasses ouvertes. Depuis le 1er avril, plus question pour les restaurateurs et cafetiers de mettre en route les parasols électriques. Voilà qui jette un coup de froid. C'est vrai que si je fumais pas, je le prendrais pas dehors le café, ça c'est sûr. Franchement, je sélectionne plus ceux qui proposent quand même quelque chose, un chauffage d'appoint, on va dire plus traditionnel, couverture ou soufflerie. Des clients qui réfléchissent à 2 fois avant de s'installer en terrasse et des chaises vides. Pour Anthony, c'est une partie du chiffre d'affaires qui s'envole et la distribution de couverture pour se chauffer n'y changera rien. On a 90 places intérieures, 90 places extérieures. Aujourd'hui, je vais remplir 100% de ma salle intérieure que je vais renouveler plusieurs fois contre 20% à l'extérieur. Selon le gouvernement, l'interdiction de chauffer ou de climatiser les terrasses extérieures devrait chaque année réduire de 300 000 tonnes les émissions de CO2, soit autant d'allers-retours Paris-New York en avion. Une mesure pleine de bon sens pour les restaurateurs, mais aux conséquences économiques indiscutables. Remettre un petit peu de la rationalité dans les dépenses énergétiques. On n'a pas le choix, bien sûr, et en même temps, il faut avoir une démarche écologique. Mais en même temps, il faut vraiment entendre que ce sont des mètres carrés quand même. Des mètres carrés qui sont plus ou moins utilisés. Et ce sont des mètres carrés que l'on loue. On est bien sur le domaine public. Si la mesure n'est pas forcément bien reçue en sortie de crise sanitaire, peut-être permettra-t-elle au moins aux restaurateurs de réduire la facture d'énergie. Il serait plus de 500 chaque année, 500 agriculteurs qui passeraient à l'acte et se donneraient la mort. Un chiffre glaçant qui révèle le malaise au sein de cette profession. Entre difficultés financières, activités compliquées et problèmes familiaux, les causes du désarroi peuvent être variées. Et c'est pour lutter contre ce fléau que des comités de pilotage viennent d'être créés dans le Gard. Objectif, coordonner l'action des acteurs sur le terrain et éviter ainsi le pire. Explication de Laurie Chamerla pour Via Occitanie. Regardez. 36 agriculteurs se suicident chaque année en Occitanie en moyenne. Ève Thomé, arboricultrice dans l'Hérault, a failli commettre l'irréparable. Un burn-out et des pressions politiques sur son exploitation la poussent à bout en janvier 2021. J'ai explosé en fait. Je voyais plus d'issue. Je voulais en finir avec tout. Et j'ai été hospitalisée. Face à ce constat, l'État et la mutuelle de santé agricole lancent des comités de pilotage départementaux pour lutter contre le mal-être dans ce milieu. Un mal-être dont les causes sont multiples. Des aléas climatiques au surendettement en passant par des problèmes familiaux. La réponse doit être adaptée au plus juste. Ça existait avant, ce qui change aujourd'hui, c'est de mieux les organiser autour d'une personne, autour d'une situation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on mobilise selon la situation de la personne. Ça peut être un besoin d'écoute. Ça peut être un besoin d'une aide familiale. Et pour mieux repérer les cas, la MSA forme des sentinelles, c'est-à-dire des personnes proches du milieu agricole capables de détecter les premiers signes de souffrance, avec un objectif de 50 sentinelles par département. Voilà, et le monde agricole qui peut être aussi d'une précieuse aide pour les hommes. Exemple près de Grenoble, où une association propose à des adultes atteints d'autisme de s'occuper bénévolement de certaines tâches de la ferme. Nourrir les lapins, nettoyer les espaces ou encore ramasser les œufs. Des activités autant pratiques que thérapeutiques. Un sujet de Jade Lanier pour Télé Grenoble. Regardez. C'est un refrain presque quotidien qui rythme les journées de Léo.
Atteint d'autisme, il vient 4 jours par semaine dans cette ferme pour s'occuper des animaux. Et aujourd'hui, l'heure est au nourrissage et au nettoyage des cages à lapins. Il y a le numéro des cages à faire tel jour, telle date. Et le numéro des abreuvoirs à nettoyer. J'ai mis du foin dans toutes les cages. Quand il n'y avait pas fait, après j'ai remis du grain. C'est agréable, les animaux, c'est calme, gentil et tout, et apaisant. Antonin, lui, vient dans ses ateliers d'élevage depuis presque 3 ans. Sa mission ce jour-là, nourrir 380 poules pondeuses et ramasser quelques œufs. Quand on arrive le matin, on a des quantités précises d'aliments à donner. Donc par exemple, pour ce poulailler, il faut qu'on donne un seau et demi. En fin de matinée, vers 11h, on revient pour ramasser les œufs. 9 personnes bénéficient de cet accompagnement par le travail, des activités qui sont une véritable thérapie pour ces adultes atteints d'autisme plus ou moins élevé. Avoir une satisfaction d'apporter du soin aux animaux et puis avoir une valorisation dans le travail effectué au sein de leur journée et puis de voir aussi leurs compétences ou voir les personnes aussi qui prennent un peu plus d'autonomie chaque jour. Depuis 2020, Ferme Avenir du Bercail accueille et met à disposition gratuitement ces animaux pour l'association Le Bercail Paysan. Un échange avantageux pour les 2 parties selon cet agriculteur. Ils n'ont pas d'objectif, c'est-à-dire que moi je ne les oblige pas. Tous les tâches qu'ils réalisent, s'ils ne le font pas pour diverses raisons, par exemple s'il fait très froid ou qu'il pleut, moi je fais en sorte de pouvoir moi-même le faire. Je ne leur facture pas de loyer, etc. En revanche, j'estime que j'ai 1 heure par jour de gagner via leur activité. En France, il y aurait environ 700 000 personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique, dont 100 000 ayant moins de 20 ans. Et si pour la nouvelle année, vous décidiez de réparer au lieu d'acheter? La tendance liée à l'économie circulaire ne cesse de se développer en France. En Moselle, une entreprise spécialisée dans la réparation d'électroménagers à domicile forme des écotechniciens. Réduire le tout jetable pour favoriser le reconditionné, c'est l'objectif. Un reportage d'Uranie Tossic et de Jean Milon pour Moselle TV. Regardez. Et là, par exemple, on peut voir que la porte nécessite quelques vis supplémentaires. Il scrute chaque détail, note précieusement les pièces à changer. En quelques minutes, nos écotechniciens savent si l'appareil qu'ils ont entre les mains pourra obtenir une seconde vie. Dans cet atelier, 13 académiciens apprennent les bases du métier. On va leur faire une formation qui va durer 6 mois avec une grosse partie théorique qui va servir à apprendre tous les appareils, le fonctionnement des appareils, entrecoupé de périodes où ils vont aller avec les techniciens sur la route. Créé en 2018 à Paris, Murphy s'est implanté ensuite à Metz en 2020. Et à l'origine, il s'agissait uniquement de réparation à domicile. Depuis quelques jours, l'activité s'agrandit avec un atelier de reconditionnement local où 300 appareils attendent déjà un coup de neuf. Lave-linge, réfrigérateur, four, tout y passe pour réduire les déchets dans l'électroménager. Murphy propose un forfait de 90 € comprenant le déplacement du technicien, la main-d'œuvre sur place et le devis. 70% des appareils seront réparés au premier passage chez le client. Dans le cas contraire, un avoir sur le site est proposé pour acheter un autre appareil, lui aussi reconditionné. Alors sur ce sèche-linge, on a changé le tampon et puis il n'y a plus qu'à essayer, voilà. Depuis 2020, 3500 appareils ont repris vie entre Metz, Nancy et Strasbourg. Elle ne répare pas de grosses machines, mais des parapluies. Aussi étonnant que cela puisse paraître, une Bretonne en a fait son activité. Près de Rennes, Claire Nizan propose ainsi aux particuliers de donner une seconde vie à leur parapluie. Un travail technique et historique, comme a pu le constater Raphaël Tondrio-Gauthier pour la chaîne TVR. Regardez. Alors là, il faut que je répare l'aiguillette. Voilà, c'est avec un manche dans le bois, d'un seul tenant. Un parapluie long, c'est vraiment les plus jolis. Loin d'être superstitieuse, Claire Nizan donne une seconde vie à ses parapluies. À 41 ans, cette ancienne podologue est devenue réparatrice après une rencontre en Corrèze. Réutiliser, le réemploi, tout ça, ça me parlait bien.
Et puis j'ai eu connaissance de ce métier parce que j'ai eu moi-même un parapluie de cassé. Et donc j'ai pris contact avec Madame Debat, qui est installée en Corrèze. Et puis elle m'a formée pour ce nouveau métier. Claire s'est installée à son compte en juillet dernier. Et depuis, elle enregistre 250 réparations à son actif. Des gestes plutôt simples en apparence, mais qui demandent de la précision. C'est pas des gestes hyper techniques. C'est vraiment, faut trouver la bonne pièce, faut être ingénieux parce qu'il y a des fois des pièces qu'on n'a pas, donc il faut essayer de les fabriquer. Et pour un objet comme celui-ci, il faut compter une demi-heure de réparation. Des baleines au ressort, chaque partie peut être changée. Comptez entre 20 et 30 euros. C'est un objet qui touche un peu moins que tout le monde utilise en fait. On peut tous utiliser, qu'on soit enfant, qu'on soit plus âgé, voilà. C'est un objet qui protège, un objet aussi qui est beau, qui peut être un accessoire de mode. Ça y est, donc voilà, il est reparti. Et voilà, il est comme neuf. L'esprit des fêtes est-il encore là? En ce début de mois de janvier, les chrétiens fêtent l'Épiphanie, l'occasion de découvrir encore le travail exceptionnel de Jean-Claude Carzalade, un créateur de crèches. Cet octogénaire conçoit et expose chaque année une crèche dite napolitaine dans une église de Toulouse. Un travail minutieux, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de la Dépêche du Midi, où se côtoient près de 80 personnages miniatures. Écoutez à ce propos ce passionné au micro de Manon Nossi, regardez. Les choses importantes de la crèche napolitaine, c'est d'abord l'auberge, les marchands de tissus africains, plus haut, les pêcheurs. Les crèches, ça a été depuis ma plus tendre enfance. Tout ça, c'est fermé dans une armoire tout le restant de l'année. Donc en ce moment, je la prête à la Dalbade parce que je suis très attaché à la Dalbade. Chaque jour, on peut ajouter quelque chose. Il manque beaucoup de personnes, vous voyez. Là aussi, vous voyez une auberge, elles ne sont pas assez nombreuses. Il en faudrait une vingtaine là, de personnes. Voilà, et sachez que ce travail fantastique est à voir jusqu'au 2 février dans l'église de la Dalbade à Toulouse. Voilà, sans transition, après les repas plutôt chargés et quelques soirées éventuellement arrosées, c'est l'heure peut-être pour vous de reprendre une activité sportive. À ce propos, connaissez-vous le Feelping Tonic? Cette pratique est un mélange, comme son nom l'indique, de ping-pong, de fitness, destiné à séduire un nouveau public. En France, 80% des joueurs de tennis de table sont des hommes. Alors pour inverser la tendance, le Feelping Tonic promet plaisir et effort. Reportage dans l'unique club du Val d'Oise en Ile-de-France d'Elisa Zanetta pour Via 95. Vous allez vous mettre en appui sur les avant-bras sur la table, jambes tendues derrière, pieds flex. Allier fitness et tennis de table, c'est la promesse du Feelping Tonic. Objectif, développer le tonus musculaire, l'habileté ou encore les réflexes. Ça fait mal car ce soir-là, ce sont les bras et le fessier qu'Élodie et les adhérentes travaillent. Au programme de la séance, agilité pongiste. La balle doit passer au-dessus et en dessous de la barre. Allez, un coup en dessous aussi les filles, pas que au-dessus là, sinon c'est trop facile. Et pour ça, les joueuses doivent rentrer le ventre et serrer le postérieur. Il y a toujours un lien entre le thème de la séance en fitness et les exercices de tennis de table. Quand on fait les bras, on peut faire des smatchs. Même si cette salle peut faire penser le contraire, moins d'un joueur de ping-pong sur 6 est une femme. Les femmes n'aiment pas le tennis de table. C'est simple. Et c'est pour ça qu'à la fédération, pour pouvoir féminiser les clubs de tennis de table, ils ont créé le Feelping pour faire venir les femmes au tennis de table d'une façon ludique. Officiellement reconnu en 2012, le Feelping Tonic est un pari réussi pour la fédération de tennis de table. Sur 700 adhérents, 90% sont des femmes, comme Christelle et Elena, fidèles à leur activité favorite depuis 3 ans. Ça va? C'est original et en fait moi je trouve que c'est moins répétitif que le tennis de table parce qu'en fait on fait d'autres mouvements et ça nous permet aussi de voir autre chose à côté. Avec cette unique section de Feelping Tonic du Val d'Oise, le club de Saint-Leu-la-Forêt fait partie des 69 autres en France à développer cette activité. Et voilà, merci les filles. Voilà, du sport, lui, en fait tous les jours ou presque.
Alban Michon est ce que l'on appelle un explorateur. Ce spécialiste des missions dans le pôle Nord se prépare à une nouvelle expédition, vivre sous la banquise pendant 6 mois. Un sujet étonnant aux ramifications scientifiques et environnementales. Rencontre sur sa terre natale de l'Aube avec la rédaction de Canal 32. Alban Michon n'a pas froid aux yeux. Du haut de ses 45 ans, l'explorateur polaire se rend dans les milieux les plus froids et hostiles de la planète. Alors, le métier d'explorateur, c'est vrai que quand on dit ça, on se dit mais ça n'existe plus ce métier. Et bien en fait, si on veut protéger le monde, il faut en comprendre son évolution. Et comprendre son évolution, il y a les scientifiques de laboratoire, il y a les scientifiques de terrain, et l'explorateur, c'est l'après-scientifique de terrain. Troyen d'origine, tout a commencé ici, dans l'Aube. J'ai commencé à la piscine des Chartreux à l'âge de 10-11 ans, parce que à force de dire à mes parents, je veux faire de la plongée, ils m'ont emmené faire un baptême de plongée au Suba 3 à l'époque. Ma première plongée sous la glace, c'est à Clairet, aux Terres Rouges. Plongée sous glace de nuit, je suis ressorti, j'étais gelé, mais j'ai trouvé ça magnifique. Sa première expédition plongée en équipe sous le pôle Nord géographique. Sa dernière aventure, 62 jours pour traverser le passage du Nord-Ouest en solitaire. Mais la plus compliquée jusqu'ici, son expédition en kayak des mers à 2 sur la côte est du Groenland. Depuis 2015, il vit de ses explorations. Objectif, fournir des données régulières aux scientifiques. D'après Alban, tout est imaginable, ce qui l'a amené à mettre en place son prochain projet. Qui s'appelle la mission Biodysseus, l'Odyssée des biocéanotes. Biocéanotes, c'est des gens qui vont vivre sous l'eau. Donc je vais construire une base de recherche sous-marine où on va être à 4 à l'intérieur. C'est une base de recherche qui va faire 24 mètres de long, 2,30 mètres de large, et on va vivre 6 mois sous la banquise arctique, où il y aura des programmes scientifiques physiologiques également. Et puis la deuxième chose, c'est puisqu'on est dans les endroits extrêmes de la planète, il va falloir tester les prototypes qui feront le monde de demain. Toute une partie de son travail consiste à partager le fruit de ses expériences, d'où la publication de son livre « L'école des explorateurs », dans lequel il donne des conseils pour préparer sa propre aventure. Voilà, et après 6 mois passés sous la banquise polaire, Alban Michon aura bien le droit à quelques jours de vacances. Une transition parfaite pour découvrir à présent le tout nouveau village du Club Med, inauguré à Tignes. Un établissement qui ne manque pas de superlatifs hors normes, prestigieux ou encore démesuré. Le site a nécessité un investissement de près de 130 millions d'euros. Présentation des lieux à plus de 2000 mètres d'altitude d'Emmanuel Jo pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Au pied des pistes du Val Claret, la structure a de quoi impressionner. Sur plus de 40 000 mètres carrés, le tout nouveau centre du Club Med se prépare à accueillir près d'1 millier de touristes dès les prochains jours. Un chantier de longue date et qui vient donc remplacer l'ancienne structure du club, implantée depuis 1958 dans la station savoyarde. Un nouveau resort qui évolue avec son temps et surtout en fonction de la demande de la clientèle. Les visiteurs au Club Med font du ski, mais vont profiter d'un spa, vont profiter d'une piscine, vont aller faire des cours de sport. Il y a une trentaine d'années, ça aurait semblé complètement absurde d'avoir dans un hôtel de montagne des salles de sport. Des clients qui, eux aussi, ont bien changé. Bien loin des Français de la classe moyenne, le club attire aujourd'hui des membres venus des 4 coins du globe, avec une forte croissance du public sud-américain ces dernières années. À date, jusqu'à fin janvier, nous sommes à 80% de remplissage. Donc sur tout le mois de janvier, 75% de remplissage via le Brésil. Les forces majeures, c'est le Brésil, l'Israël et après l'Europe, où alors on commence à recevoir des personnes de l'Afrique du Sud qui viennent découvrir justement le ski à la montagne. Et pour accueillir au mieux tous ces ressortissants étrangers, 390 employés sont nécessaires. Une main-d'œuvre, elle aussi, issue de toutes les nationalités présentes sur le site et complétée par près de 80 moniteurs ESF qui seront exclusivement dédiés au fameux GM. D'ailleurs, un site comme celui-ci va forcément impacter le modèle même de la station. Si on estime à 12 millions d'euros les retombées économiques de la présence du Club Med sur le village de Tignes, le resort s'est implanté sur l'ancien parking à ciel ouvert du Front de Neige. Autant de places de stationnement qui ne seront pas tout de suite remplacées. Un nouveau parking environnemental aussi souterrain au nord du Val Claret, au sommet du Val Claret, va voir le jour d'ici 2025 et qui permettra aussi d'améliorer la qualité de l'expérience client. Doté d'une centrale de chauffage nouvelle génération et de nombreux panneaux solaires, ce resort se veut être exemplaire. Un engagement environnemental qui s'inscrit également dans le plan de rénovation énergétique de la station avant de prochaines réhabilitations au cœur même du Val Claret.
Il est le seul avec l'Opéra national de Paris à posséder en son sein des ateliers de construction. L'Opéra de Saint-Étienne se dévoile en ce début d'année aux caméras de TL7 dans la Loire. Dans les coulisses, vous allez le voir, c'est tout un monde qui s'organise pour la bonne réalisation des œuvres. Visite guidée entre décors et costumes de Céline Ercilia. Regardez ce reportage. Vous reconnaissez sûrement ses fauteuils Bordeaux et sa grande scène, mais l'Opéra de Saint-Étienne garde bien cachés d'autres trésors. Derrière la salle, quelques minces affaires. Nous sommes dans l'atelier menuiserie. C'est ici que sont élaborés et fabriqués les décors rigides des œuvres qui seront bientôt jouées. Aujourd'hui, ce sont ceux de la Veuve Joyeuse. Le travail est minutieux pour permettre au spectacle d'être le plus grandiose possible. Ici, il n'y a pas de routine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler auprès de personnes créatives, comme des scénographes, des metteurs en scène, et d'ajuster selon les contraintes techniques. Que les projets soient sans cesse renouvelés, c'est quelque chose qui est dynamisant, c'est-à-dire qu'on n'est pas amené à faire tout le temps la même chose. Juste à côté, on travaille le métal. Un peu plus loin, les décors sont peints avant d'arriver enfin sur scène pour le montage. Dans quelques jours, les artistes seront là pour les répétitions. Leurs costumes seront prêts et réalisés par d'autres artistes comme Sirpa. Certaines pièces, comme ce manteau, représentent des semaines de travail. Et si l'esthétique est important, il faut aussi broder avec certaines contraintes techniques. Des robes qui a une traîne ou le manteau qui est lourd en fait, tout simplement. Donc c'est bien réfléchi, très précis. Avoir ces ateliers au cœur même de l'opéra est une particularité stéphanoise. C'est unique en province. Un atout pour gérer les coûts, pas plus de 70 000 € pour la partie décor et costumes. Et cela permet de proposer des œuvres made in Loire. Alors c'est une très grosse force parce que ça permet à l'Opéra de Saint-Étienne de produire ces ouvrages lyriques. On en produit en moyenne la moitié, voire un peu plus chaque saison. À Saint-Étienne, on peut donc voir des interprétations d'œuvres uniques, des œuvres qui s'exportent ensuite et participent à la renommée de Saint-Étienne. Oui, l'Opéra de Saint-Étienne fait partie des grands opéras français. On a des coproducteurs qui sont des coproducteurs de renom. Le Théâtre des Champs-Élysées, le Palazzo Bruzzane sont des maisons évidemment de très haut niveau et l'Opéra de Saint-Étienne fait partie de ces grandes maisons. Un succès évidemment aussi local. La salle enregistre plus de 90% de fréquentation à chaque représentation. Allez, prenons maintenant la direction de la Sarthe dans ce journal où des passionnés du monde ferroviaire entretiennent tout un pan de notre patrimoine. Au musée au train, les bénévoles ne comptent pas leurs heures pour choyer notamment une locomotive vieille de plus d'1 siècle. Rencontre dans leur atelier gare avec Enzo Maubert, journaliste pour LMTV Sarthe. Chaque semaine, c'est le même concert de marteaux et de meuleuses. Au musée au train de Semur-en-Vallon, ils sont une dizaine, outils à la main à remettre en état, améliorer, nettoyer tout un patrimoine ferroviaire. C'est multitâche, tout corps d'état comme on dirait. Il y a de la voie à entretenir, il y a de la peinture à faire, il y a de l'électricité, il y a de la maîtrise des végétaux, il y a de la soudure, il y a de la mécanique, bref, tous les métiers possibles. Ici, la reine, c'est la locomotive de Cauville, un fleuron français du début du XXe siècle. À la haute saison, elle fera le plein de voyageurs et malgré son âge, Denis sait toujours comment lui redonner un petit coup de neuf. Donc là, je suis en train d'installer un système de lubrification, en fin de compte, de la voie. C'est-à-dire qu'on va arroser la voie avec de l'eau, tout simplement, ce qui va permettre de limiter le bruit. Au musée au train, il y a la maintenance, mais aussi parfois des projets un peu ambitieux, fous, diront certains. Gaston s'est par exemple lancé dans la construction d'une véritable locomotive à air comprimé. Ça, c'est une machine à crémaillère qui a réellement existé. Et c'est exactement celle-là, exactement pareil. Alors je me suis dit, à partir de ça, on peut y aller. Donc c'est une machine qui va marcher à air comprimé. On va monter un compresseur sur un temps d'air derrière. On pourra transporter des personnes, théoriquement. Je m'avance peut-être un peu, mais théoriquement, ça devrait le faire. Il faudra encore attendre un peu avant de voir le rêve de Gaston se réaliser. Pour l'aider, avis aux amateurs, le musée recherche des bénévoles, soudeurs ou métalliers. Voilà une autre passion encore pour terminer ce journal, celle de Delphine Aubry. Elle est colorée et elle est faite en papier mâché et toute tournée vers de drôles de bestioles. Cette artiste plasticienne vient d'ouvrir une boutique consacrée à son univers étonnant et à son bestiaire haut en couleur. Sujet de Marie-Danielle Rogovitz et de Anne Didier pour Vosges Télévisions.
les bestioles de Delphine Aubry sont partout du sol au plafond dans une boutique ouverte spécialement et forment un bestiaire haut en couleur avec ce drôle de regard. Ça c'est ma signature. Ils regardent un petit peu le monde qui les entoure d'une façon interrogative et puis bon, moi je les aime bien des fois un petit peu simplés, un petit peu niais, ou des fois en colère, ou des fois interrogateurs, ou tristes même. C'est la patte de l'artiste sortie des Beaux-Arts d'Épinal, mais autodidacte dans cette technique de la sculpture en papier mâché. En plus de 20 ans de création, elle ne les compte plus, des milliers de bestioles. Dans son atelier, Delphine Aubry ne cesse de créer. En mars, elle renouera avec ses premières amours, les poulettes. Une petite poulette comme je suis en train de faire, c'est à peu près 2 à 3 heures de travail, toute étape confondue. Puis une grosse bête comme le chien qu'on a à côté, là c'est entre 30 et 40 heures. Mais dans cette arche de Noé, Delphine a toujours conservé son premier spécimen, une célèbre cochonne, Henriette Dumont, c'est son nom. C'était l'exposition bikini avec des cochonnes en maillot de bain et elle a un petit peu toute nue parce que c'est coup de soleil semi-intégral. Quant à la boutique où l'on retrouve ses ouvrages, elle sera un lieu d'exposition permanente. Veaux, vaches, cochons et tant de couvées, les bestioles ont fait le tour de l'évolution des espèces animales et elles ont désormais pignon sur rue. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.